Son oncle lui avait promis de l'aider, mais il l'a vendu à sa place. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. Un acte de trahison impensable, un destin brisé. Découvrez son incroyable revanche. Le soleil brillait fort ce matin-là sur le village de Kiwenga, comme s'il annonçait un malheur. Luyanda, une jeune fille de 17 ans, se tenait au bord du lac, le regard figé sur l'eau calme qui avait avalé le bateau de pêche de ses parents pendant la tempête. Les anciens disaient que c'était le destin, mais le destin ne nourrit pas une orpheline. Elle n'avait ni frère, ni sœur, ni héritage, juste le vide. Le lendemain, un homme arriva de la ville de Ndanga. Il portait des lunettes noires, une ceinture en peau de crocodile et un parfum de richesse. C'était l'oncle Sékou, le petit frère de sa mère. Il l'a serrée contre lui, même si elle restait raide, le cœur gelé par la douleur. « Ma fille, a-t-il dit d'une voix douce, viens avec moi, je vais m'occuper de toi. » Elle ne dit rien. Elle le suivit. Elle voulait croire que quelqu'un la protégerait. Sékou parlait bien. Il promettait une vie meilleure, une nouvelle école, une chambre à elle. Luyanda pensait que sa chance avait tourné, mais sous ses belles paroles, il cachait autre chose. Elle ne savait pas encore que ce voyage allait la plonger dans un piège. Le jour même, elle quitta le village avec lui. Kiwenga disparaissait derrière la poussière. Elle regardait en silence, une larme coulant sans bruit. Elle pensait à sa mère, à son père, au repas au feu de bois, au chant du soir. Sékou, lui, roulait en parlant de Ndanga comme d'un paradis. Là-bas, tu seras bien. Une grande école, des gens importants. Tu deviendras quelqu'un, disait-il en ajustant sa montre en or. Quand ils sont arrivés en ville, Luyanda a vu les lumières, les motos qui passaient, les immeubles en béton. Ce n'était pas le paradis, mais c'était nouveau. Elle voulait y croire. Elle voulait juste être en sécurité. Elle n'avait pas encore compris que celui qu'elle appelait « tonton » l'avait déjà vendue dans son cœur. Pas contre de l'amour, mais contre de l'argent. Et pendant qu'elle se lavait les pieds pour entrer dans l'appartement, il souriait, non pas par tendresse, mais parce que le plan avait commencé. Sékou l'avait emmené loin de Kiwenga jusqu'à Ndanga, une ville bruyante, remplie de klaxons de moto, d'enseignes lumineuses et d'hommes pressés avec des liasses de billets. Luyanda regardait tout avec des yeux d'enfant perdu. Sékou lui montra un petit appartement de 2 pièces. Ce n'était pas un palais, mais c'était propre, avec un lit pour elle seule. Il lui offrit des sandales neuves et un sac à dos. Il l'appelait « ma fille », et elle voulait croire à ce nouveau départ. « Tu vas aller à l'école, tu vas devenir quelqu'un de grand », disait-il souvent, posant une main lourde sur son épaule, son bracelet en or brillant sous la lumière. Elle souriait timidement. Elle se disait que peut-être la vie lui offrait une seconde chance. Mais 2 semaines passèrent, puis 3. Aucune école, aucun livre. Chaque fois qu'elle demandait, il détournait la conversation. Un jour, il fit semblant de ne pas l'entendre. Un autre jour, il sortit sans répondre. Le silence s'installait, et Luyanda sentait le vide revenir, comme à Kiwenga. Puis, un matin, avant même que le soleil ne soit levé, Sékou frappa à sa porte. « Prépare ton sac », dit-il froidement. Elle se frotta les yeux. « Tu vas aller chez une famille riche. Ils ont besoin d'aide, juste pour quelques jours. Ensuite, tu reviendras ici. » Elle hésita. Elle demanda pourquoi. Il sourit, mais ses yeux restèrent froids. Il ne répondit pas. Elle obéit, le cœur serré. Elle mit 2 robes, une brosse, son cahier vide. Dans le taxi, il ne parlait pas. Il regardait par la fenêtre. Elle voulait poser des questions, mais sa gorge était sèche. Quand ils arrivèrent devant une grande maison entourée de hauts murs, elle comprit que sa vie allait changer encore. Sékou ne descendit même pas avec elle. Il fit juste un signe de tête au gardien, lui glissa un billet dans la main et dit à Luyanda « Sois sage ». Puis il partit, juste comme ça, comme s'il venait de livrer un colis. Luyanda resta debout devant le portail, son sac serré contre sa poitrine. Elle avait froid, malgré la chaleur. Elle avait peur, mais elle ne pleurait pas. Elle savait déjà, au fond d'elle, que ce ne serait pas juste quelques jours. La maison se dressait fièrement au sommet des collines de Makonga, avec ses tuiles rouges éclatantes, ses grandes grilles en fer forgé, et 2 gros véhicules brillants garés devant. Pour Luyanda, c'était comme un rêve, ou un piège bien décoré. Sékou sortit du taxi et lui fit signe de descendre. « C'est ici », dit-il en montrant la maison. « C'est chez Madame Oroba. Fais tout ce qu'elle te dit. » Luyanda hocha la tête, encore confuse.
Une femme apparut à la porte, la tête haute, le regard dur. Elle portait une robe moulante, trop voyante, et une perruque raide posée comme un chapeau de carnaval. Elle avait l'air d'une reine, ou d'un juge. Elle fixa Luyanda sans sourire. « C'est elle » demanda-t-elle d'une voix glaciale. Sékou sortit une enveloppe de sa poche. Il ne répondit pas. Il tendit simplement le papier à Oroba. Luyanda vit la femme ouvrir l'enveloppe discrètement, puis la refermer aussitôt. Mais ce qu'elle vit ensuite lui coupa le souffle. Oroba glissa la main dans sa robe et en ressortit une liasse de billets. Des billets. Beaucoup. Assez pour nourrir un village. Luyanda sentit son cœur s'arrêter. « Tonton » murmura-t-elle, les yeux grands ouverts. Mais Sékou ne la regarda pas. Il tourna les talons, descendit les marches et monta dans le taxi. Il ne dit pas au revoir. Il ne se retourna même pas. C'était fini. Il était parti. Luyanda resta figée, ses pieds collés au sol. Madame Oroba claqua des doigts. « Entre » dit-elle sèchement. « Tu es chez moi maintenant. » Elle obéit, les jambes tremblantes. À l'intérieur, la maison brillait de propreté. Mais il n'y avait pas de chaleur, pas de sourire, juste des murs froids et un parfum fort de désinfectant. Elle n'était plus une invitée. Elle était un objet échangé. Elle comprit ce jour-là que Sékou ne l'avait pas sauvée. Il l'avait vendue. Comme on vend un meuble, un secret, ou un poids dont on veut se débarrasser. Et ce fut la dernière fois qu'elle vit son oncle. Dès le lendemain, la vie de Luyanda changea brutalement. Elle n'était plus la nièce de Sékou, ni même une invitée. Elle était devenue une ombre dans une maison qui ne voulait pas la voir. Avant même que le soleil ne se lève, elle frottait les sols en marbre, les genoux douloureux et les mains dans l'eau froide. Elle préparait le petit déjeuner pour toute la famille, des omelettes, du pain chaud, du thé au gingembre, mais n'avait jamais droit à une bouchée. Une fois les filles de Madame Oroba parties pour l'école, Luyanda restait pour laver leurs uniformes, nettoyer leurs chambres, vider leurs poubelles pleines de papiers et de produits de beauté. Elle récurait les toilettes avec une brosse cassée et un chiffon gris. La sienne, c'était un seau près de la cour. Elle n'avait pas le droit d'utiliser la salle de bain principale, pas le droit de manger à table, pas le droit de parler, sauf si on l'interrogeait. Un jour, elle bâilla sans faire exprès. Clac! La gifle tomba sans avertissement. « Tu n'es pas ici pour te reposer !» cria Madame Oroba. Elle dormait sur une natte fine à côté de la porte de la cuisine. Quand il pleuvait, l'eau coulait sous la porte. Elle se réveillait trempée, mais elle ne pleurait pas. Elle gardait ses larmes pour plus tard. Madame Oroba lui donna une vieille robe informe, marron et rugueuse. « Voilà, comme ça tu ressembles à Ngozi, » dit-elle. Ngozi était, paraît-il, une ancienne servante morte ici. Personne ne disait comment. C'est ainsi que Luyanda perdit même son prénom. Elle devint Ngozi, un fantôme qui n'avait plus d'histoire. Mais dans sa tête, Luyanda résistait. Elle comptait les jours. Elle observait. Elle écoutait les conversations chuchotées entre les murs. Elle apprenait en silence. Chaque soir, malgré la fatigue, elle répétait les mots qu'elle avait entendus. Elle mémorisait les noms, les chiffres, les visages. Elle s'imaginait ailleurs, libre, forte. On pensait qu'elle était brisée. On croyait qu'elle était soumise. Mais Luyanda préparait quelque chose. Dans le silence de la cuisine, dans la solitude des nuits froides, une idée grandissait, une lumière qu'aucune punition ne pouvait éteindre. Un après-midi pluvieux, alors que Luyanda nettoyait la chambre de Madame Oroba, elle renversa sans faire exprès un tiroir en voulant essuyer une étagère haute. Le bois craqua et son cœur s'arrêta un instant. Elle se pencha rapidement pour ramasser le désordre, mais un objet attira son attention. Derrière des liasses de billets étrangers et de vieux flacons de parfum, un carnet en cuir usé dépassait légèrement. Il semblait ancien, précieux. Elle le tira doucement. Son instinct lui disait de ne pas l'ouvrir, mais sa curiosité fut plus forte. Lentement, elle souleva la couverture. À l'intérieur, des noms, des âges, des adresses, des villes, des chiffres. Chaque page semblait une trace, un dossier, une histoire oubliée. L'un des noms la figea. Abeni, vendu à une ferme de bétail. Papier signé. Terre à Maruma saisie. Luyanda sentit le sang quitter son visage. Elle referma brusquement le carnet. Ses mains tremblaient. Elle regarda autour comme si quelqu'un l'espionnait. Ce carnet n'était pas un simple journal. C'était un registre, une preuve, une vérité enfouie sous le luxe et les mensonges.
Chaque nom racontait le même sort, des jeunes filles comme elle, orphelines, isolées, manipulées, puis vendues, et leurs terres volées sous prétexte de les protéger. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas juste de la méchanceté, c'était un commerce, un trafic bien organisé. Et Madame Oroba n'était pas seule. Luyanda cacha le carnet sous une planche desserrée, juste sous son vieux matelas de chiffon. Elle marqua l'endroit avec un caillou blanc qu'elle plaça discrètement dans un coin. Elle savait que si Oroba découvrait sa découverte, elle serait la prochaine à disparaître. Mais maintenant, elle tenait la vérité. Et avec la vérité venait le pouvoir. Elle n'était plus juste une servante, elle était un témoin. Une menace pour un réseau qui pensait qu'elle était trop ignorante pour comprendre. Cette nuit-là, Luyanda ne dormit pas. Elle regarda le plafond, les poings serrés. Elle se promit de garder ce carnet en sécurité. Un jour, elle s'en servirait. Pas seulement pour elle, mais pour toutes les filles dont les noms remplissaient ces pages. Madame Oroba avait bâti sa richesse sur les larmes des innocentes. Mais les larmes sèchent. Et la vérité, elle, finit toujours par parler. Une nuit très tard, alors que tout le monde dormait dans la grande maison silencieuse, Luyanda s'approcha du portail pour respirer un peu d'air frais. Elle avait appris à marcher sans bruit, comme une ombre. C'est là qu'elle le vit pour la première fois. Abazi, le gardien de nuit. Un homme dans la trentaine, avec un regard doux et une dent cassée, qui lui donnait un sourire sincère. Il la regarda sans poser de questions. Puis, doucement, il lui tendit une bouteille d'eau. « Tu n'es pas ici par choix, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. À ces mots, les larmes coulèrent sur les joues de Luyanda. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vue. Les nuits suivantes, quand Madame Oroba partait en voyage, Luyanda retrouvait discrètement Abassi près du portail. Il ne parlait pas beaucoup, mais chaque mot comptait. Il lui apportait de vieux journaux et commença à lui apprendre à lire correctement. Avec patience, il lui expliquait les mots compliqués, les titres d'actualité, les articles sur le monde extérieur qu'elle ne connaissait plus. Petit à petit, sa voix s'ouvrait. Un soir, elle se sentit prête. Elle sortit le carnet qu'elle avait caché si longtemps sous son matelas de fortune. Sans un mot, elle le tendit à Abazi. Il le prit, le feuilleta lentement. Son visage changea au fil des pages. Ses sourcils se froncèrent. Son regard devint grave. Quand il eut fini, il referma doucement le carnet. « C'est plus grand que toi, ce que tu as découvert, » dit-il calmement. « Tu ne peux pas affronter ça seule. » Elle baissa les yeux. « Il te faut de l'aide, » ajouta-t-il. « Quelqu'un de puissant, quelqu'un qu'on ne peut pas acheter. » Luyanda sentit une peur nouvelle, mais aussi un espoir. Elle n'était plus seule dans le noir. Elle avait une voix, un allié, un témoin. Abassi lui donna un vieux téléphone basique, juste avec les fonctions nécessaires. « En cas d'urgence, » lui dit-il. « Et je connais quelqu'un, un ancien journaliste. Il pourra t'écouter. Il ne vend pas la vérité. » Ce soir-là, une étincelle s'alluma dans l'ombre. Une connexion humaine, un simple geste, et un carnet bien gardé venait de tracer un chemin vers la lumière. Abassi lui parla d'un homme puissant, mais juste, le chef du conseil Nwalo, un nom que même les plus corrompus craignaient. Il était connu pour détruire les réseaux de trafic, même quand cela impliquait ses anciens amis. Luyanda écoutait en silence, son cœur battant fort. C'était peut-être la seule personne capable d'abattre Madame Oroba. Avec le vieux téléphone d'Abazi, ils prirent en photo plusieurs pages du carnet. Luyanda n'écrivit pas son nom. Elle utilisa la ligne directe publique du conseil et envoya tout anonymement. Puis, ils attendirent. 2 jours de silence. Mais le 3e jour, un étrange visiteur sonna à la maison. Il prétendait vendre des statues en marbre. Oroba l'ignora, mais Luyanda le vit de loin. Il lui glissa un petit papier roulé dans un sachet de sucre. « Nous te croyons. Reste discrète. Sois forte. » Elle faillit pleurer. Pour la première fois, quelqu'un de l'extérieur savait et croyait. 3 nuits plus tard, la maison était décorée pour une grande fête. La fille aînée de Madame Oroba devait se marier avec un homme riche venu du Nord. Musique forte, lanterne dorée, invité bien habillé. Oroba brillait dans sa robe rouge et or, riant comme une reine. Mais au moment où les tambours annonçaient l'entrée des mariés, plusieurs voitures noires bloquèrent le portail. Des hommes en uniforme descendirent rapidement. « Madame Oroba !» cria l'un d'eux. « Vous êtes en état d'arrestation pour trafic d'êtres humains, vol de terre et exploitation de mineurs. » La musique s'arrêta net. Oroba hurla, insulta,
se débattit. « Je suis intouchable. Vous savez qui je suis » cria-t-elle. Mais personne ne l'écoutait. Même ses invités reculaient. On l'embarqua devant tout le monde. Mais ce n'était pas fini. Luyanda, caché derrière un pilier, vit que d'autres voitures partaient vers une autre destination. Abbassi s'approche et murmure. Ils vont chercher ceux qui ont signé les ventes de terre, ceux qui ont vendu les filles, pas seulement elle. Elle comprit alors que c'était plus grand qu'elle ne le pensait. Ce réseau était profond, et la justice ne s'arrêterait pas là. Dans son cœur, elle sentit une force nouvelle. Elle avait lancé une tempête avec seulement du courage, un carnet et un allié fidèle. Et cette tempête allait tout emporter. À Ndanga City, alors que le soleil se levait à peine, 5 hommes en civil frappèrent à la porte de Sékou. Sans bruit, sans avertissement, ils montrèrent leur badge. Sékou essaya de sourire, de faire semblant de ne rien comprendre. Mais les agents fouillèrent la maison, pièce après pièce. Dans une boîte en métal cachée sous le lit, ils trouvèrent des relevés bancaires, des contrats de vente, des faux papiers de tutelle. Tout liait Sékou à un réseau organisé de trafiquants. Les voisins, d'abord curieux, sortirent un à un. Ils virent Sékou menotté, la tête baissée, entouré de policiers. Des murmures commencèrent. « C'est lui ? Il avait l'air si bon. Et cette petite qu'il appelait sa nièce ?» À la télévision nationale, un reportage spécial explosa. Le chef du conseil Noilo parla avec calme, mais fermeté. Il présenta des preuves. Il montra des extraits du carnet de Madame Oroba. 27 noms de filles, toutes orphelines ou vulnérables. Leurs âges, leur village, leurs terres, leurs silences achetés. Certaines avaient disparu. D'autres vivaient encore dans des maisons de riches, comme esclaves invisibles. Une carte s'afficha à l'écran, marquée de points rouges. Chaque point, un lieu de transaction. Et au centre de tout, une ligne reliait 2 noms, Sékou et Oroba. Une cour spéciale fut mise en place. Tous les titres fonciers liés aux filles furent gelés. Une enquête foncière fut lancée dans 6 régions. Des avocats bénévoles se levèrent pour défendre les vraies héritières. Et lentement, les terres volées commencèrent à être rendues. Mais un nom revenait sans cesse, sur chaque article, chaque reportage, chaque écran. Luyanda Kisoba, l'enfant silencieuse qui a allumé la tempête, disait un journal. La servante qui a changé un pays, écrivait un autre. Luyanda, de son côté, ne disait rien. Elle n'accordait pas d'interview. Elle refusait les caméras. Elle vivait maintenant chez une famille protégée, encadrée par des femmes avocates. Elle allait à l'école, enfin. Mais dans chaque coin du pays, des filles comme elle levaient les yeux avec espoir. Et les trafiquants, eux, commençaient à trembler. Elle s'était battue sans bruit. Elle avait répondu à la trahison par la vérité. Et elle avait prouvé qu'il suffisait parfois d'une voix silencieuse pour faire tomber un empire. Luyanda fut placée sous protection immédiate, loin de Makonga Hills et de tout ce qui rappelait la douleur. Un logement sécurisé lui fut offert, avec un lit propre, 3 repas par jour, et surtout, le silence, sans cri, sans ordre. Pour la première fois depuis des années, elle dormait sans peur. Grâce au soutien du bureau du chef Noilo, une bourse spéciale lui fut accordée. Pas pour n'importe quelle matière, Luyanda choisit le droit foncier et les droits des enfants. C'était un choix réfléchi. Elle voulait comprendre les lois, celles qu'on avait utilisées contre elle. Elle voulait apprendre à les manier, non pour se venger, mais pour protéger d'autres filles comme elle. Lors de sa toute première conférence de presse, elle apparut timidement, vêtue d'une simple robe beige et des mêmes chaussures que Sékou lui avait achetées le jour où il l'avait trahi. Ce détail n'était pas un hasard, c'était un rappel silencieux, un symbole de la vérité qu'elle portait désormais avec elle. Quand les journalistes lui demandèrent pourquoi elle avait choisi cette voie, elle répondit calmement « Parce que je veux devenir ce que je n'ai jamais eu, quelqu'un qui protège ». Dans la salle, plusieurs journalistes avaient les larmes aux yeux. Luyanda ne criait pas, elle ne haussait pas le ton, mais ses mots résonnaient comme un cri silencieux de justice. Abbassi venait la voir souvent, toujours discret, toujours avec un petit sachet de mangue mûre. Il ne posait pas de questions, ne parlait presque pas. Il s'asseyait près d'elle, l'écoutait quand elle parlait de ses cours, souriait simplement. Un jour, alors qu'elle venait de terminer un exposé sur les droits des orphelins, elle le regarda longtemps, puis elle se leva, le serra dans ses bras et murmura « Tu as été le premier à me voir, vraiment.
Il répondit doucement. Parce que tu as toujours été faite pour être vue. Ces mots restèrent gravés en elle. Ce n'était plus une enfant perdue. Ce n'était plus une servante sans nom. C'était Luyanda Kisoba, la fille qui avait été vendue, mais qui s'était rachetée par le courage, la connaissance et la vérité. Et maintenant, elle avançait, non plus sur des sols froids à frotter, mais sur un chemin qu'elle construisait elle-même, pas à pas, vers la liberté. 2 ans plus tard, la nouvelle de la mort d'Oroba secoua tout le pays. Elle mourut en prison d'une crise cardiaque, emportant avec elle tous les secrets de son empire de corruption. Ses 3 filles disparurent de la scène publique, comme des ombres, oubliées et sans voix. Quant à Sékou, il purge une peine de 18 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Il n'a ni visite ni soutien. Personne ne vient. Le poids de ses actes, lourd comme des chaînes, le condamne à l'isolement. Mais Luyanda, elle, est libre. À 19 ans, elle parcourt toute la région de Kumbata, allant de village en village, apportant un message de protection et de révolte. Elle enseigne aux communautés comment protéger leurs droits fonciers, comment ne pas tomber dans les pièges tendus par des gens comme Oroba. Elle parle de sa propre histoire, non pas avec douleur, mais comme une victoire. Elle a fondé l'organisation Les Filles qui s'élèvent. Chaque fille sauvée devient une volontaire, transmettant à son tour la lumière de la connaissance et de la justice à d'autres. Cette fondation est un symbole de résistance. Elle n'est plus une victime, mais une guerrière, armée de sa propre force et des lois qu'elle a apprises à maîtriser. Lors d'une visite dans un petit village, un vieux sage lui dit « Tu as été vendu, mais tu t'es transformé en une épée. » Ces mots frappèrent son cœur, mais pas comme des accusations. Ce n'était pas une douleur, mais une reconnaissance. Elle n'était plus la petite fille brisée, mais celle qui a trouvé la vérité et l'a utilisée pour briser les chaînes. Luyanda sourit, non pas avec amertume, mais avec une puissance calme et assurée. Elle savait que sa bataille ne faisait que commencer. La justice qu'elle avait cherchée, trouvée et imposée ne s'effacerait jamais. Elle savait que sa voix, même sans crier, continuerait d'échoir à travers les villages, à travers les générations. Tout le monde qui te dit « famille » ne le fait pas avec amour. Mais une fois que tu trouves la vérité, elle devient une arme que personne ne peut enterrer. Et avec cette arme, Luyanda a forgé un chemin de justice, une route qui ne s'arrêtera jamais de résonner.